les 7 leçons de vie qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis et qui m'ont été transmises par la série Le Cosby Show. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. C'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Excusez-vous. Jette pas la pierre, il a niqué. Y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément. Je vous présente mon père. Christophe, est-ce que tu savais que j'étais le fils, non pas de Bill Cosby, l'acteur, mais de Heathcliff Huxtable, le personnage qu'il incarnait dans la fameuse série qui lui a valu sa notoriété internationale, le Cosby Show. Non, oui. Ah ben non, tu le sais, voilà. C'est mon père spirituel. Hein, j'en ai eu quoi? J'en ai eu 2 ou 3. J'ai eu Jean-Laurent Cochet, à qui je me réfère quand je me demande comment faire certains choix de carrière, ou si le jeu en vaut la chandelle, ou si c'est un effort à consentir ou pas, ou si, voilà. Je m'y réfère, en tout cas, j'essaie de m'imaginer ce qu'aurait pu être sa réponse et son conseil. Et quand j'étais plus jeune, eh bien, faute d'un père particulièrement disponible et surtout particulièrement perspicace, eh ben moi je me demandais qu'aurait fait Bill Cosby ou que m'aurait dit le personnage de Heathcliff Huxtable dans le Cosby Show. Ça tombe bien, on n'a pas d'actualité, on est certainement au milieu de l'été, et à défaut d'actualité, j'ai eu envie de vous faire les 7 scénettes, pas de vous les rejouer ou de vous les reproduire, même si j'imite très très bien Bill Cosby, hein, je t'en ferai un... Tu connais mes imitations maintenant? Oui. Pierre-Yves Augeron? Oui, très bien. Si vous voulez, j'ai Sarkozy. Et j'imite également très très bien Bill Cosby, mais je vous le ferai... J'ai déjà fait en générique pour les plus fidèles à la chaîne, ils le savent. Bon, bref. Les 7 leçons de vie qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis et qui m'ont été transmises par la série Le Cosby Show. Tous les jours, je crois, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi sur M6. Alors le paradoxe de l'histoire, tu sais, ces espèces de clins d'œil tragiques, c'est que c'est la même chaîne M6, avec laquelle pourtant j'ai grandi à l'époque où c'était la petite chaîne qui monte. Qui m'a reproché, lors de mon licenciement, un tweet sur Bill Cosby prétendant que je ne le défendais pas. Je ne défendais pas Bill Cosby. D'abord, je ne le connais pas. Ensuite, la justice fait son travail. En plus, que tu le défendais. Que je le défendais, pardon. Merci Christophe. Je ne défends évidemment pas Bill Cosby que je ne connais pas. Je parlais de ma tendresse et de mes souvenirs d'enfance pour le rôle qu'il incarnait dans une série. Et en plus, je disais quelque chose de tout à fait vrai et que j'assume, comme on dirait désormais en politique, qui est que quand on est, Christophe, l'acteur le mieux payé de la décennie et qu'on a une notoriété internationale, on n'a pas besoin d'aller soi-disant chasser des proies, ce sont les femmes qui viennent à vous. Voilà. Ensuite, qu'il ait usé d'un moyen peu recommandable et pénalement répréhensible pour passer la nuit avec une ou plusieurs, la justice a fait son travail. Moi, je m'en fous, entre guillemets. Comme disait l'autre, je m'y connais pas, ça ne me regarde pas. Néanmoins, vous ne m'ôterez jamais ce sentiment de paternité ou cet affect très fort envers cette série. 7 scènes qui m'ont marqué, 7 scènes auxquelles je me réfère encore parfois aujourd'hui et sans lesquelles je ne serais peut-être pas là en train de vous parler et je n'aurais peut-être pas fait tout ça. La scène du café, Christophe, café. Les scènes du blues, la scène qu'on va appeler de l'individualité ou de l'individuation, diraient les sociologues. Bonjour à mon copain Sylvain Durin d'ailleurs. La scène des devoirs à l'école et de l'avion. Les 2 scènes de gagner sa vie et la fameuse scène de la chemise. Te souviens-tu de la chemise Gordon Gartrell en soie jaune que Théo, qui était trop cher pour Théo et qu'il a demandé à sa sœur de lui copier? Non. Si, mais elle lui a fait voilà, un travail un exactement. peu... Te souviens-tu de l'anecdote de l'épisode du café? Non.
Alors, Cliff et Claire, hein, donc les personnages incarnés par Bill Cosby et Phylicia Rashad, avaient un gendre qui s'appelait Elvin, qui était le mari de Sandra, et Elvin devait jouer le rétrograde, et Sandra la progressiste féministe. D'ailleurs, c'est marrant parce que même sans maîtriser ces concepts, on savait déjà à l'époque que Sandra était la plus moche, la plus insupportable. De toutes les sœurs, tu vois, on avait notre préférée. Alors ça pouvait être Denise pour les rockers un peu badass, ça pouvait être Rudy, moi c'était Olivia, c'était la fille de... Paradoxalement, c'était pas leur enfant, c'était la fille que Denise a adoptée. Ça pouvait être Rudy, Vanessa, Denise, Théo ou Sandra. Et en fait, personne n'aimait Sandra parce qu'en fait, elle nous cassait déjà les couilles dans les années 80 avec son pré-féminisme. Bon bref, et Sandra donc est tombée amoureuse de ce rétrograde d'Elvin, et Claire, pour l'accepter dans la famille, lui faisait subir un peu des séances d'homélie où il devait réciter son catéchisme progressiste. Après une de ces homélies, Claire se lève du salon, le fameux salon du Cosby Show que tout le monde a vaguement en tête, et propose à Cliff du café. Un café, comme une certaine scène qui évoquera sans doute des souvenirs pas si lointains à beaucoup d'entre vous. Évidemment, toute ressemblance est fortuite, hein, bien sûr. Tout est toujours fortuit dans la vie, Christophe, tu connais bien cette règle. Et donc, Elvin, évidemment, il est totalement en dissonance cognitive, puisqu'il dit à Claire, mais belle maman, vous, femme, êtes en train de servir le café à Cliff homme, je comprends pas, c'est le contraire de ce que vous m'expliquiez. Et elle le regarde et lui dit, mais oui, qu'est-ce qui te choque? Et il reste un peu interloqué en disant, vous servez votre homme alors que machin. Et elle lui dit, je ne sers pas mon homme, j'apporte un café à mon mari, qui lui-même m'en a apporté un ce matin ou la veille, car la base du couple, c'est un échange où tout le monde est prêt à rendre service à l'autre. Si tu comprends pas ça, d'abord, tu n'auras jamais de café, et surtout, tu n'auras pas ma fille. En gros, hein, de mémoire, voilà. Voilà, vous savez donc maintenant, les chatons, pourquoi j'ai demandé à Aurora de nous apporter le plateau de café. Alors c'est bien, tu vas nous chercher des cafés. S'il te plaît, c'est là, sur la table. T'es sérieux? Ouais. Attends. J'ai toujours toute ma vie rêvé d'avoir une assistante pour prononcer cette phrase. Donc, j'ai fait du café pour tout le monde, il y en a pour toi. Les verres sont là. Si tu peux, s'il te plaît, m'apporter un petit café sur le plateau, gentiment. Comme ça, on sera bien chaud pour les sujets. Ok. Merci Aurora, merci bien. C'est un petit test que je fais souvent, qui passe ou qui passe pas. En l'occurrence, je pense qu'on peut le rentrer dans la catégorie de « c'est pas passé cette fois-ci ». Bref, c'est une question d'équilibre et de plasticité. Je m'entends peu avec les gens qui ne l'ont pas. Vous le savez, voilà, n'ayant pas, encore une fois, eu de modèle de parents couple heureux, eh bien, ça m'a appris à ne pas compter ces petites attentions et à attendre de la part de l'autre qu'il ou elle ne les compte pas non plus. Alors, Justine et le blues, ça c'est quelque chose que j'ai fait découvrir à Léo, le directeur de publication honorifique de la chaîne et l'ancien cadreur il y a très longtemps quand on se cadrait un petit peu avec les pieds. Dans cet épisode, Théo fréquentait une jeune fille qui s'appelait Justine. Manifestement, il avait merdé et en gros, Justine avait disparu et Théo, finalement, broyé du noir et Cliff, encore une fois, hein, moi je suis pro-Cliff, pas pro-Bill Cosby, je suis pro-Cliff Huxtable, elle lui a dit, écoute, je pense que tu dois t'excuser. Et donc, il lui a fait écouter un morceau de blues. Come on now, there you go. Justine. Let me hear it. Justine. You're sorry. Don't believe what you see. Bon, cette série était évidemment, comme toutes les séries en vogue, l'occasion pour des guest stars de faire des apparitions, ce qu'on appelle en anglais des featuring. Donc évidemment, maintenant, les featuring, ça serait avec des rappeurs et des hip-hopeuses. À l'époque, c'était avec des bluesmen. Donc on a vu B.B. King, on a vu, je sais plus, comme chanteuse de blues, peut-être Betty Wright. Enfin, je sais plus qui on avait vu, mais
des grosses pointures. Et dans cet épisode, Cliff dit à Théo, écoute, faut pas avoir honte de s'excuser. Et quand on a merdé, faut pas avoir honte. Et évidemment, sur la musique, ça devenait comme ça un jeu. Enfin, j'ai toujours cette scène en tête et je l'envoie parfois à Léo quand il a un peu le blues également. Et je lui dis, bon, Léo, Justine. Donc, voilà, deuxième leçon de vie que mon père m'a pas forcément transmise aussi clairement que ça. Il faut pas passer sa vie à s'excuser, à faire des courbettes et à s'arrondir devant l'ennemi, où il ne faut certainement pas s'excuser quand on n'a rien fait de mal. Mais quand on a déconné, il n'y a pas de honte. C'est pas être un mâle bêta ou c'est pas être un sous-homme que de dire très clairement « j'ai été un connard, j'ai été égoïste, je n'ai pensé qu'à moi, voilà les raisons, t'en fais ce que t'en veux, mais je te demande pardon. » Voilà. Justine. Ouh! Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Alors ça, c'est un concept qui peut être un de ceux qui m'a été le plus utile. C'est dans plusieurs épisodes. C'est dans l'épisode où Rudy découpe les images dans l'encyclopédie de Cliff, et où c'est également dans l'épisode où Cliff explique à Théo Théo qui fait visiter en fait la maison à ses copains de classe, et qui parle de toutes les pièces comme si c'était chez lui, en disant, bah voilà, mon escalier, mon bureau, ma cuisine, mon frigo, etc. Et Cliff attend que les copains soient partis, et tu vois, comme ça, il le fait asseoir. Sit down, son. Sit down. J'ai la gestuelle, t'as vu? Sit down, son. Sit down. Et donc Théo s'assied, avec sa démarche de petit afro-américain, plein de testo, plein d'énergie et tout. Et Cliff va dans son secrétaire, tu sais, qui se trouve à gauche de la porte, là, en haut à droite pour nous, et il tire des factures d'un dossier, et il lui montre les factures, et il dit « Qu'est-ce que tu lis, là ?» Et Théo, il dit « Huxtable, that's our name !» Et Cliff, il dit « Et juste avant, qu'est-ce que tu lis ?» Et Théo, il lit « Il y a ton nom et celui de maman. » Voilà. Donc la maison n'est pas à toi. La maison est à ceux qui payent les factures et dont le nom figure dessus. Et ça, c'est quelque chose, quand tu as grandi comme moi, avec non pas l'injonction de prolonger ou de reproduire ta classe sociale, mais de faire mieux que tes parents. Hein, moi, j'étais un peu élevé à la juive. Hein, tu sais, on disait, et c'est un compliment d'ailleurs, hein, c'est pas du tout une blague antisémite, c'est une qualité que je leur reconnais et que je leur envie. Quand les parents sont profs, il faut que le gamin soit médecin ou avocat. Quand les parents sont médecins ou avocats, il faut que le gamin soit chef de la clinique ou préfet. Et puis quand les parents sont chefs de la clinique ou préfet, il faut que les gamins soient ministres. Tu vois ce que je veux dire? Cette dynamique et cette injonction, pour le coup, hein, c'est pas l'injonction bateau des féministes à la con, pour le coup c'est une vraie, à te dépasser et à ne pas te reposer sur, entre guillemets, ton acquis de naissance, qui est ce que tes parents vont te léguer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours poussé à me sortir les doigts, c'est que je n'ai jamais considéré que ce qui était à mes parents est à moi. Ma mère a un appartement, mon père a une maison, ils ont un peu d'actions, un peu de voiture, enfin, tout ce qu'a la petite bourgeoisie française. Je n'ai jamais, une seconde de ma vie, intégré ces biens à mon patrimoine mental en me disant « c'est à moi parce que ça le sera ». Jamais. Je suis parti de zéro, à la fois matériellement, mais également psychologiquement. Et ce qui est à moi aujourd'hui, je ne le dois qu'à moi. D'accord? Et si un jour, par la force du temps, entre guillemets, c'est amené à changer, eh ben, on verra à ce moment-là. Je ne me suis senti chez moi que là où je paye mes factures, là où j'ai acheté l'appartement, ou là où je paye mon loyer. Chez ma mère, je suis chez ma mère. Chez mon père, je suis chez mon père. Je n'y ai aucun droit. Vous allez trouver ça peut-être un petit peu orthodoxe, peut-être un petit peu comme ça, une raideur de principe. Eh bien, je pense que c'est une des visions du monde qui m'a le plus aidé. Et je vois très bien l'effet que ça a sur les enfants qui ne l'ont pas. Je me rappelle notamment avoir bien bataillé avec la fille de mon ex. Mon ex avait un enfant. Vous voyez que vous ne savez rien sur moi, je vous le dis à chaque fois. J'ai été beau-père pendant plusieurs années. Et elle n'avait pas grandi comme ça. Et pour elle, tout ce qui était à sa mère et à sa grand-mère était par définition à elle. Donc elle disait « ma maison dans le sud, ma maison machin, mon truc ». Non, tu n'as rien.
t'es une merdeuse à l'école, t'as 10 de moyenne, ce qui, franchement, au 21e siècle, est l'équivalent d'avoir 1 il y a 30 ans auparavant, donc t'es nul. Donc rien ne t'appartient, et pense que rien ne t'appartient pour te défoncer et te sortir les doigts. Mais c'était incompréhensible. Donc voilà, la 3e leçon de vie du Cosby Show est peut-être une des plus importantes pour moi. Toujours par rapport à se sortir les doigts, ça c'est un des premiers épisodes, Théo est encore très jeune, et il a des mauvaises notes, sauf une fois, où par un concours de circonstances, il étudie beaucoup. Et il réussit pour une fois à avoir les compliments de la prof et à avoir genre un B+, ou un A-, ce qui pour lui qui n'a que des C et des D est évidemment... Et dès qu'il a eu ce B+, il veut fêter ça en allant jouer au basket, etc., etc. Et Cliff lui fait la métaphore de l'avion en lui expliquant, mais tu vois, quand l'avion est au sol, c'est-à-dire à 0, et par rapport à son niveau de croisière, c'est dans les premières minutes qu'il déploie le plus d'énergie parce que ça monte beaucoup. Quand il est arrivé quasiment à son niveau de croisière, la dérivée diminue. Hein, maintenant, tu connais j'ai toujours ces parallèles mathématiques. Donc, ça se calme, ça se tasse, il monte moins et il utilise beaucoup moins d'essence. Il lui dit, toi, mon fils, ce que tu fais, c'est que tu attends l'avant-veille du contrôle, tu déploies 1 tonne ou 10 tonnes de kérosène, tu arrives vaguement à avoir ton 10 ou ton 11, tu chutes, et tu te retrouves à l'avant-veille du contrôle suivant et tu redéploies 1 tonne de kérosène pour avoir ton 10. Et il disait, la clé, c'est de rester plus ou moins en haut parce que c'est beaucoup moins fatigant que ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que je m'applique également dans tous les domaines, que ce soit la santé, les compléments alimentaires, l'alimentation, même le travail. Ma pente naturelle est de faire à la dernière minute, je suis un procrastinateur, je la combats en permanence. Parce qu'en réalité, se maintenir à flot, mais ça marche même sur la maison. Bon là, ce matin, c'est le bordel parce que j'avais un rendez-vous très tôt, tu le sais, donc nous n'avons pas tourné à l'heure. J'essaie quand même toujours de maintenir un minimum, parce que quand tu laisses vraiment tout aller à volo, la quantité d'énergie que tu dois déployer pour te remettre à flot est infernale, et tu t'épuises en fait. Donc ne faites pas ça, hein. Maintenez-vous entre votre altitude de croisière et 20% en dessous. Voilà, c'est là que vous usez le moins de carburant. Gagner sa vie, alors ça c'est cet épisode, c'est peut-être le plus beau. Si vous ne deviez en voir qu'un, je vous conseille celui-ci, c'est le pilote ou un des tout premiers, c'est un des 5 premiers, où Théo, donc toujours, commence à penser un petit peu à draguer les filles et à avoir la belle vie, et n'étudie pas ou peu, et Cliff veut lui donner une leçon. En fait, il y a 2 épisodes où il donnera une leçon, ça c'est la petite leçon, ensuite on viendra à la grande leçon. Et la petite leçon, c'est qu'il prend des billets de Monopoly, et il lui dit... Parce que moi aussi, j'ai eu cette période où, entre ma sortie de Sciences Po et le début de ma vie active, je me suis dit, finalement, les loyers étaient beaucoup moins chers à Paris. On était en 2003, 4, 5. On pouvait très bien vivre à Paris avec entre 1500 et 2000 balles. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible. Et je me disais, finalement, est-ce que je ne vais pas glander quelques années pour entre guillemets, me reposer d'avoir trimé autant à l'école. En me disant, je m'attaquerai à ma carrière sérieuse plus tard, glandons quelques années. Et cet épisode du Cosby Show m'a sauvé parce que Cliff tendait à Théo autant de billets de Monopoly qu'il voulait, en disant, voilà, d'accord, très bien, si vous voulez, très bien. Et il disait, combien souhaites-tu par semaine? Parce qu'aux États-Unis, les salaires, pour les employés de base, c'est par semaine. Et Théo, alors évidemment... D'abord, il fallait traduire en euros, puis ensuite il y a l'inflation. Donc je vais te dire un chiffre bidon, parce que je ne me souviens plus du chiffre exact. Il disait, je ne sais pas, par exemple, 800 la semaine, ou quelque chose comme ça. Cliff distribue 8 billets de 100, et il lui disait, bon, très bien. Donc, et Théo disait, ouais, tout cet argent, tu sais, un petit peu comme nous tous, quand on a entre 18 et 22 ans, la première fois qu'on touche un salaire, on a l'impression que c'est une somme faramineuse. Eh oui. Parce que par rapport à notre argent de poche, qui était de quelques dizaines d'euros, moi je me rappelle mon premier relooking, j'avais dû gagner 600 € et j'étais comme un fou, tu vois, j'étais avec mes 6 billets, mes 12 billets de 50 dans la main et ça me brûlait les doigts. Et donc il a ces 8 billets de $100 qui lui brûlent les doigts. Cliff lui dit, comment tu te sens? Yeah, Dad, that's life! Tu vois, et Cliff lui dit, bon, très bien. Et il lui en prend un ou deux,
en disant ça c'est les impôts. Donc Théo il fait wow, so much, oui, wow, c'est tant que ça. Et Cliff il dit bah ouais, tu sais, puisque tu veux être une personne simple, sache que l'État tombe sur les personnes simples d'abord. Je m'en souviens encore, c'était il y a 30 ans. Donc Théo dit it's alright dad, I still got six ones left. J'ai encore 6 billets dans la main. Très bien. Tu n'as pas de vêtements, tu es nu. Il lui prend quelques billets. Et Théo, il lui rajoute un billet, il dit « I want to look good ». Donc, il lui donne un billet en plus. Le père prend le billet en plus. Et là, il lui dit « Tu n'as pas de maison ». Donc, il lui prend le loyer. Et là, il lui reste plus beaucoup de billets. Et Théo, il fait « Non, non, mais c'est bon, j'habiterai en banlieue ». Et il reprend un billet. Cliff dit « T'as pas de voiture ». Il prend un billet. Théo dit « J'aurai une moto ». Et il y a ce jeu, tu vois, où Cliff, il prend, etc. Et à la fin, il dit « T'as pas d'électricité, t'as pas de chauffage, t'as pas de machin, etc. » Et à la fin, il reste genre 200 ou un peu moins de $200 à Théo. Et Théo, il fait « You see, Dad? You see? I told you, I don't need more. » Et là, tu me mets cet extrait, Christophe, je te supplie de me le mettre. De toute façon, tu me les mettras tous, mais là, celui-ci, je le veux. Et tu laisses cette phrase, tu laisses les chatons entendre avec quelle méchanceté je te parle, puisqu'il paraît que je suis insupportable avec mes collaborateurs, donc je veux qu'ils entendent. Tu me mets l'extrait où Cliff lui dit tu auras une copine. Et Théo il fait yeah dad. Et Cliff il prend tous les billets classe. Voilà. Et l'autre est comme un con avec sa main vide. So I got everything I need plus $200 left for the month. You plan to have a girlfriend? For sure. Regular people. Et bien cet extrait, riez ou pas, mais le fait de l'avoir vu 6, 7, 8 fois dans ma vie, parce que c'était rediffusé, et ben chaque fois que j'ai voulu glander, et chaque fois que j'ai voulu me reposer sur mes acquis, entre guillemets, mes maigres acquis, hein, parce que je m'en suis toujours souvenu et ça m'a toujours dissuadé de glander en fait. Ils l'ont refait encore plus fort, et ça à mon avis c'est le meilleur épisode. Enfin, c'est celui qui est le plus complet. C'est que Théo, quelques épisodes plus tard, ou une saison plus tard, je ne sais plus, était encore un peu fainéant à l'école, et avait sorti une nouvelle tactique, une nouvelle théorie à ses parents, en leur disant I look good, I'll be a model. J'ai une bonne tête, je suis un beau gosse, je serai mannequin et j'ai pas besoin d'aller à l'école. Très bien. Bon. Très bien, si vous voulez, très bien. Et en fait, il part à l'école quand même, et pendant la journée, ses parents vident la maison, se déguisent et lui font une leçon du monde réel. Donc son père devient le promoteur de l'immeuble, sa mère devient la cuisinière, et toutes ses sœurs jouent chacune la comptable, la serveuse, celle qui s'occupe de la laverie, etc. Et Théo rentre chez lui, et en fait, donc il voit ses parents déguisés, etc., et tout est payant. C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans sa chambre, on lui dit « Mais c'est pas votre chambre, monsieur, il y a un loyer, c'est tant. » Et quand il dit « Ouais, c'est bon, je vais payer », on lui dit bah, « Il faut des fiches de paye, il faut une caution, il faut ci, il faut ça. » Et il rigole pas, en fait. Et Théo essaie de jouer le jeu, et il se rend compte de la difficulté matérielle, de la logistique et de l'administration. Il va dans le frigo parce qu'il a un creux, et sa mère lui dit « T'inquiète pas, je vais te servir, etc. » Elle lui apporte les trucs, une cuisse de poulet, machin. Et quand il se lève, elle lui dit « ça fait 5,40 ». Bon, 5,40 en dollars des années 80, donc on met peut-être $20, 40 maintenant, tu vois. Et il doit payer, et en fait, il est ruiné. Et très rapidement, il peut même pas s'acheter un lit, il dort par terre, etc. Et ça dure 24 heures, enfin ça dure jusqu'au lendemain matin. Et quand le lendemain, ses parents lui rapportent son matelas, il s'allonge sur son matelas et il se love dans le confort, tu vois. Et ils lui disent « bah, jusqu'à hier, ton matelas, il n'était pas assez bien, tes vêtements, ils n'étaient pas assez bien, rien n'était assez bien. Et en 24 heures, il t'a fallu 24 heures pour comprendre ce que c'est. » Ça m'émeut rien que d'en parler, en fait, de ça. Et voilà. Et ça, c'était les leçons de vie du Cosby Show. Et la dernière, on va finir sur une belle note tendre, c'est quand Théo fait un achat démesuré pour séduire une fille.
une chemise hors de prix, peut-être, je sais pas, 30 ou 40 $ de l'époque, donc on imagine une chemise à peut-être 100 ou 120 $ pour un gamin, tu vois, pour un gosse, pour draguer une fille. Et Cliff lui dit que c'est hors de question, et il s'empare de la chemise et il dit « je vais la rapporter au magasin et me faire rembourser ». Donc Théo le supplie, etc. Et Théo se fait copier la chemise par sa sœur qui était couturière, qui lui fait une chemise ridicule, on le voit nager dedans, etc. Et Cliff le laisse patauger, et finalement, il se trouve que la chemise ridicule passe pour étant encore plus fashion que la vraie. Donc Théo, non seulement plaît à sa copine, et il réussit à la serrer, comme on dirait aujourd'hui, et quand il revient vers son père en disant « j'étais un peu con, en fait, elle aimait bien ma chemise et tout », il n'avait jamais rendu la chemise chère, il l'avait gardée, parce que quand même, il ne voulait pas foutre la honte à son fils, et même si la dépense était ridicule, il a fait un petit matelas, tu vois, un petit bas de laine, et il ne l'a pas rendu, et il était prêt quand même à lui laisser, à lui faire plaisir, voilà. Donc il y en a plein, je n'en ai retenu que 7. Il y en a peut-être 30 ou 40, peut-être 50 de leçons de vie dans le Cosby Show. Je me fous du personnage Bill Cosby. Par contre, je ne me fous pas du tout du Cosby Show, je ne me fous pas du tout de ses figures parentales. Et en plus, à une époque où on parlait en Europe pas de racisme, mais aux États-Unis beaucoup, c'était la première série à avoir mis en avant des Noirs du tertiaire dans des professions libérales, bourgeois, voire grands bourgeois, avec une belle maison, un père médecin, une mère avocate, des enfants qui font des études longues. Et c'était donc la première série à montrer des Noirs bourgeois à l'écran. Et ça a beaucoup plus, selon moi, fait avancer la perception sociale des familles noires afro-américaines que mettre des genoux à terre dans des manifs ultra-violentes, gangrénées de black blocs en tout genre. Ça sera ma conclusion. Si cette vidéo vous a parlé d'une façon ou d'une autre, qu'elle se soit à votre cœur ou à votre esprit, je pense que c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, il faut vous abonner. Voilà, et si les notifications n'étaient pas encore activées, pensez-y, pensez-y. Puis si vous voulez plus de contenu un peu décalé de ce type, eh bien dites-le en commentaire. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.